Freeland, le mercredi, il défendait les politiques économiques de Trudeau. Le lundi, il les dénonçait en démissionnant. Faut le faire. Faut le faire. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Il reste du monde. On reçoit aujourd'hui Gilles Duceppe, qui n'a pas besoin de présentation, mais quand même, pour des gens qui ne le connaissent pas, je ne vais pas faire l'économie de cette présentation-là. L'ancien chef du Bloc québécois. Bonjour, monsieur Duceppe. Bonjour. Je pense que je dois à nos auditeurs une petite tranche d'anecdote. Je vais vous surprendre, mais on s'est croisés il y a quelques mois sans même que vous ne le sachiez. Ah bon? Donc, j'ai assisté au spectacle de la Saint-Jean-Baptiste au Parc Maisonneuve. On est le 24 juin ou le 23, je ne me rappelle plus, mais on est en 2024. Puis j'ai la chance d'être dans une section qui est réservée à un certain nombre de personnes. Ah oui. Et vous êtes là. Oui. Et vous êtes assis devant moi. Vous êtes assis avec votre femme. Oui. Donc, je vous l'apprends. Eh ben. Et c'est une belle soirée, mais moi, j'ai peu d'énergie ce soir-là. Donc, je reste toute la soirée assis. Et il y a un homme devant moi qui, en toute politesse, est un peu plus âgé que moi et qui trouve l'énergie de se lever, d'applaudir, de même danser un peu, avec le soutien de votre femme également. Mais je me suis dit, voici un homme qui n'est pas arrivé à la fin de sa vie. Voici un homme qui a encore, en tout cas, l'énergie qu'il faut pour devancer un jeune dans le peloton et avoir même plus d'énergie que lui. Donc, vous êtes encore bien vivant, M. Duceppe. Oui, quelques blessures qui relèvent des années où j'ai joué au football. J'ai joué longtemps. OK. Donc, genou, le dos, ce doigt-là. Ça rattrape vers la 77. Mais j'ai 77, là, mais jusqu'il y a 2 ans, je faisais 100 km de vélo par semaine. Et souvent des randonnées de 100 km. Puis l'année passée, j'ai fait peut-être 1000 km durant l'année, puis des randonnées de 50-60. Wow! Puis vous aimez encore le Québec? Ah ben oui. Ça, on s'entende pas. Mais non, mais je veux dire, on est là. Okay. Je pense pas qu'on est supérieur aux autres, ni inférieur, mais différent. Et ce qui fait la beauté du monde, c'est la diversité. Si on était tous semblables, on ne va pas devenir planète Hollywood, puis ni planète Beijing dans 100 ans. Ce qui fait la beauté du monde, c'est la diversité. Ah oui. Et c'est pas être contre les autres. Moi, ma mère s'appelait Rowley. Mon grand-père s'appelait John James Rowley, un British Home Child. Ces orphelins que l'on envoyait un peu partout en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Canada, ils s'en débarrassaient en Angleterre. Et je ne le savais pas, mon grand-père n'a jamais compté ça. Il haïssait la monarchie, je le comprends. Et quand j'étais au Canada la première fois, il disait « You don't like English people? » Well, my mother's name is Rowley. My grandfather was John James Rowley. I'm a bloke who turned black. Ah. Ça, c'était ma ligne. Puis jeune, j'avais défié celui qui est roi, Charles III, oui. qui était le prince Charles. Oui, oui. Il était avec sa mère, la reine Élisabeth, prince Philippe, princesse Anne. Il venait d'inaugurer la voie maritime du Saint-Laurent. Il faisait une parade d'Atwater au Jardin botanique, comme le défilé de la Saint-Jean dans le temps. Avec pas grande sécurité, une moto en avant, une moto en arrière. Moi, j'étais assis au coin, devant le collège Sainte-Croix, l'actuel collège Maisonneuve. Oui. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, tiens, j'ai pensé à mon grand-père, qui vivait avec nous. Alors, je me suis approché à peu près à cette distance, la même distance que... Je vais jouer le roi, là, pour le... Et là, j'ai mis mes oreilles de même. J'ai dit, « How's the Flying Prince? » Parce qu'il avait ses oreilles tellement décollées. La reine n'a pas aimé ça. J'ai dit, « God save the Queen. » J'ai été me rasseoir. Non, mais je vous pose la question sur l'amour du Québec parce que moi, des fois, je me bats pour faire rayonner modestement l'identité québécoise. Des fois, c'est pas évident, même avec les amis. Beaucoup de cynisme. Puis j'imagine un monde où j'arriverais à votre âge et où ce projet-là, qui m'est cher, ne se serait pas réalisé. Je me verrais... En tout cas, c'est ce que je prévois, beaucoup de déception sur moi. Est-ce que c'est quelque chose qui prend le dessus? Mais il faut poursuivre la lutte. Si on abandonne, là, on va nulle part, c'est bien sûr. Et quand on regarde la réalité, il y a une assimilation fulgurante dans le reste du Canada. Des Franco-Canadiens, des Acadiens aussi. Moi, j'ai participé à énormément de délégations étrangères.
Et quand les fédéralistes, on leur demandait You're different from your states, what's the difference? Puis ils disaient We've got a French province. Donc, ils se définissaient en utilisant un tiers. Et moi, je leur ai dit souvent, le jour qu'on n'est pas là, ça va être bon pour vous. Vous allez vivre your own quiet revolution. Vous découvrez que vous n'êtes pas comme les Américains. De façon d'une autre, vous n'avez pas les moyens de contrôler le monde. Non. On oublie ça. On le découvre en ce moment. Peut-être que vous allez découvrir que vous avez des chanteurs. Peut-être qu'il y a une télévision que vous n'écoutez pas. Vous pourriez commencer à écouter. Ils avaient des écrivains, ça c'est sûr. Vous les connaissez pas assez. Et ainsi de suite. Donc, découvrez-vous. Puis, on pourrait établir des partenariats. Et il y a, en 2019, j'étais analyste à la presse durant l'élection de Claude Castonguay. Ah oui, ben je voulais vous en parler de ce texte-là. Ah. Donc, c'est un texte que vous avez écrit en 2019, un texte qui, je vais le présenter, là, qui a quand même dérangé un certain nombre de personnes parce que c'était écrit par Gilles Duceppe, Ouais. premier député élu du Bloc québécois, élu en 1991. Ça faisait quoi, 4 ans que vous étiez officiellement parti de la politique parce que vous aviez quitté en 2011, vous étiez revenu en 2015. C'est ça, 2019, exactement. en 2015, 4 ans. Et là, vous arrivez avec ce texte-là dans lequel vous allez évidemment mieux le défendre que moi, ce projet-là, mais vous faisiez comme la promotion d'une union canadienne à 5, finalement, où finalement le Québec, dont on vantait la possibilité qu'il soit indépendant depuis des années, ne figurait plus que comme un seul morceau de 5, finalement. Mais comme la France, l'Italie et l'Allemagne, le Québec est un pays à l'intérieur d'une union canadienne. Est-ce que quelqu'un remet en question l'identité, l'existence de la France, de l'Allemagne, de l'Italie? Non, mais je pense que le malaise reposait sur le fait que le mouvement souverainiste québécois, on le connaît, mais le mouvement souverainiste ontarien, ça, on en avait jamais entendu mais parler. sauf que là, il fallait... Et c'est Claude Castonguay qui, en premier, avait écrit 5 entités plutôt que 10 provinces. Et là, il m'a appelé et il dit « Gilles, va plus loin. » C'était clair. D'ailleurs, j'ai soumis mon texte à Claude Castonguay. Il dit « Oui, tout à fait ça. » Et donc, je proposais, parce qu'on n'est pas isolationniste. N'eût été du Québec, il n'y aurait pas de libre-échange aujourd'hui. Hein? Pas faux. Parce que c'est nous qui avons fait élire Mulroney. Il y avait l'Alberta et le Québec qui ont voté pour Mulroney, mais l'Alberta n'a pas suffisamment de députés. Donc, le libre-échange a été possible en raison de l'appui massif du Québec à Mulroney. Donc, on n'est pas isolationniste. Or, quand on écrit ça, et je nomme l'autre personne, je nomme les personnes décédées seulement, c'est Benoît Pelletier qui était là. Oui. Et on avait des anciens ministres conservateurs et libéraux d'Ottawa, d'anciens premiers ministres péquistes ou libérales de Québec. On était une dizaine qui devaient se réunir le 20 mars 2020 à midi et le confinement était déclaré à 11 heures. Donc, il n'y a pas eu de rencontre. Le texte est toujours là. Et on va revenir avec ça. Parce que c'est pas con, ça va dans le sens de l'histoire. Il n'y a jamais eu des guerres ici comme il y en a eu en Europe, exemple entre l'Allemagne et la France et l'Angleterre. Pourtant, l'Angleterre est sortie, c'est une erreur avec le Brexit, là. Mais l'Union européenne, ce sont tous des pays souverains. Non, Hein? je vous suis, mais c'est Et il y a des mouvements semblables dans l'Ouest canadien, je le sais parce que je suis en contact. Or, ça. Et là, je travaille avec d'autres sur une redéfinition des termes parce qu'on est passablement été influencé par le vocabulaire anglais dans lequel nation, country and people mean the same thing. Ça veut dire la même chose. Mais pourtant, dans la Constitution américaine, c'est pas we the nation, c'est we the people. Quand on appelle United Nations, ça devait être United Countries. Il y a bien des nations qui ne sont pas aux Nations Unies. Ben, bien sûr. Ça devait être des pays. Le Québec, sous l'évêque, on a reconnu à l'époque 9 Premières Nations plus les Inuits qui s'identifient différemment des Premières Nations, ce qui fait 10. Les Malécites s'ajouteront 89, ce qui fait 11. Or, quand on parle de la nation, tous ceux et celles qui vivent au Québec, certains disent, puis c'est une erreur que l'on fait, font partie de la nation québécoise. Nous, si on nous disait, vous faites partie de la nation canadienne, on va dire non, on s'est battu pour être identifié comme nation québécoise.
C'est la même chose pour les Premières Nations. Si les Atikamekw existent comme nation, ils ne font pas partie de la nation québécoise. Ils font partie cependant du peuple québécois. Et tous ceux et toutes celles qui vivent au Québec sont des citoyens et citoyennes du Québec qui font partie du peuple québécois. Et le peuple québécois est composé en très grande majorité de la nation québécoise, mais aussi des Premières Nations et des Inuits et de la minorité nationale anglo-québécoise. Oui, bien sûr. Et tous sont citoyens du Québec. Alors ça, il faut le clarifier et même revoir nos institutions, parce que quand on parle de l'Assemblée nationale, je me mets dans la place d'un Atikamekw, c'est pas la mienne. Si le Parlement du Canada s'appelait l'Assemblée nationale canadienne, on dirait, écoutez, c'est pas un autre. Si nous, on réagit comme ça face à la nation canadienne, on doit comprendre que les Premières Nations réagissent de la même façon. Et je dis, moi, j'aimerais mieux vivre dans un Québec souverain qu'un Parlement du Québec, comme il y a un Parlement du Canada à Ottawa, puis il y a le Congrès américain, que vivre avec une Assemblée nationale dans l'intérieur du Canada. Ouais. Et d'ailleurs, c'est les Français qui ont créé ce terme d'Assemblée nationale en premier. Et la raison était bien simple, c'était pour éliminer les Bretons, les Alsaciens, les Corses, les Basques et les Occitans. C'était ça la raison. Or, ouvrons-nous de façon plus claire à la réalité. Il y a un peuple, et tous ceux et celles qui vivent au Québec font partie de ce peuple. On devrait, au Québec, comme on l'a fait à Ottawa, c'est moi qui l'ai proposé, puis ça a passé sur Harper, adopter la Charte des Nations unies sur les peuples autochtones, qui met fin à la partition du Québec. C'est l'article 45.1. Ça, il faudrait que Québec comprenne ça. Les 4 parties à Québec, ils ne l'ont pas encore compris. C'est une erreur. Alors, il faut réfléchir à tout ça et arriver avec un projet, surtout avec ce qui se passe avec les États-Unis actuellement. Ouais. On serait bien plus fort dans une entité telle qu'une Union canadienne comme une Union européenne. Puis, on aurait le même statut que la France, l'Allemagne, l'Italie. Moi, quand j'ai ça, là... Non, mais moi, vous savez, les bonnes idées, moi, j'ai rien contre. Hein. Il y a 2 choses, par contre, qui peut-être me rangent parmi ceux qui sont mal à l'aise quand je vous entends dire ça. C'est que, premièrement, ça a déjà été assez long et compliqué que de faire comprendre aux Québécois, pas parce qu'ils sont cons, mais parce que c'est un projet révolutionnaire que de faire l'indépendance du Québec. Ça a été long et compliqué que de leur présenter un projet et qu'ils le comprennent. Et là, vous nous arrivez avec une proposition qui, pour vous, est claire et pour moi, l'est aussi, moins peut-être. Mais pour beaucoup de gens, c'est synonyme de revenir à la table à dessin, ça, d'une certaine façon. Puis moi, je vous dis, j'ai rien contre les mauvaises idées. Non, mais si c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Mais c'est pas nécessairement revenir à la table à dessin, c'est d'expliquer les 2 questions des référendums de 80-95. Qu'est-ce qu'ils proposaient? Un nouveau partenariat? Dans les 2 cas? Oui. Sans l'exposer? Avec le Canada. Oui. Mais là, le partenariat que vous proposez, c'est avec des provinces qui se constitueraient pays et territoires Donc, souverains. c'est un partenariat qui me semble... Oui, mais les maritimes, là, par exemple, moi, je suis bien au courant qu'il y a un mouvement souverainiste dans l'Ouest, mais dans les maritimes, vous m'apprenez ça, là. Il y a un mouvement souverainiste dans les maritimes. J'ai pas dit ça, mais je dis qu'on devrait en débattre avec eux. Oui. Et s'ils ne le veulent pas, là, c'est eux qui le rejetteraient. Comme ils ont rejeté des propositions de René Lévesque. René Lévesque proposait, quand il a été élu, d'accorder aux minorités franco-canadiennes et acadiennes la réciprocité, les mêmes droits et services auxquels a droit la minorité anglo-québécoise au Québec. Elles ont toutes refusé. Ça donne l'assimilation. Ben oui. Alors, si elles refusent, ben, ça sera leur problème. Mais il faut qu'elles acceptent pour que notre acceptation soit reconnue aussi. Donc, Non. Nous, on peut dire, nous, on fait la souveraineté, là, puis on pense que le meilleur des projets, ça serait ça. Et si vous embarquez, on peut être à travailler avec vous autres sur ça. Mais supposons que les Québécois votent oui. Oui. Et que les Albertains votent non. Qu'est-ce qui arrive? Ils restent dans le Canada, puis on sera un pays. Mais on ne sera pas un pays de l'Union canadienne. Ça n'existera pas parce qu'ils ne veulent pas. D'accord. Et s'ils ne veulent pas, ils s'arrangeront. Puis ils continueront, peut-être qu'ils deviendront peut-être le 51e État américain. Mais parlons-en justement là, moi, je fais partie de ceux qui pensent que le monde a changé. On peut regarder Donald Trump comme un homme qui ne sera plus au pouvoir dans bientôt 4 ans, mais
tout le monde s'entend pour dire que c'est un mouvement, qu'il y aura des héritiers, qu'il y aura probablement un de ses poulains qui sera au moins candidat à l'élection pour le Parti républicain. Donc, si le monde a changé, ou en tout cas, si les 10 prochaines années ne seront plus les mêmes, vous n'êtes pas d'accord? Ah ben c'est parfait, ça. Mais, alors, bon, entendons-nous d'abord... Est-ce que le monde a changé? Oui. Est-ce que c'est la première fois que le monde change? Non. Ah non, mais c'est ça. Si on se rapporte aux années 30, là, Staline, Hitler, Mussolini, Salazar, Franco. Hein? Mm-hmm. En 49, Hitler a disparu, mais Mao Tse-tung apparaît. C'était pas des grands démocrates, ça? Non. Et l'histoire est faite comme ça. Des hauts, des bas. Les années 60 ont été une période extraordinaire de libération des colonies, tant en Afrique que dans le sud-est asiatique. Libération de la femme également. Apparition du mouvement souverainiste au Québec. Et quand les gens disent il faut que ça aille mal pour que l'on veuille autre chose, ils se trompent. Le mouvement souverainiste n'est pas né dans la grande noirceur. Il est né pendant la Révolution tranquille. Quand les gens, les Québécois, les Québécoises ont commencé à découvrir qu'ils pouvaient changer des choses, ils se sont dit, ouais, si on est capable de faire ça, peut-être capable de faire plus. Mm-hmm. C'est comme dans la vie personnelle. Quelqu'un là, qui s'aperçoit qu'il a un cancer, qui divorce, qui vient de perdre sa job, y a-tu bien le goût de partir quelque chose de neuf? Alors que quelqu'un qui est heureux, qui est en pleine forme, qui vient d'avoir un succès en affaires, il se dit, ben, peut-être que je peux faire plus. C'est comme ça. Vous dites souvent qu'il n'y a pas de choses surprenantes, mais il n'y a que des choses inattendues. Oui. Bon, mais Donald Trump, c'est pas surprenant. C'était inattendu, peut-être, si on se transporte, par exemple, il y a 10 ans en arrière, qu'on avait quand même Barack Obama à la Maison-Blanche. Puis, on se disait pas que 10 ans plus tard, ça serait un personnage qui... et d'ailleurs, je dis personnage sans mépris. Je dis, tout le monde est un personnage à ce niveau-là. Mais Donald Trump est un personnage qui, disons, est aux antipodes de Barack Obama. Donc, on ne l'attendait pas. Et il est là. Donc, c'est un fraudeur. Ben, en tout cas, je pense qu'il a été accusé de ça, effectivement. Il a fait faillite par-dessus faillite. Il faisait estimer le prix de ses édifices plus cher quand venait le temps d'emprunter, puis moins cher quand venait le temps de payer les taxes. Quand on dit que c'est un grand négociateur, il a fait faillite par-dessus faillite. C'est pas un grand négociateur. Et moi, j'avais trouvé un bon slogan, « Better be a tramp than a Trump ». Je trouve que mais il est là, là. Il est là. Donc là, il est là et on entend les Canadiens dire des trucs qu'on ne les avait jamais entendus. Ils se découvrent. Vous disiez tantôt peut-être que c'est la souveraineté du Québec qui va les forcer à se découvrir une identité nationale. Bon, en ce moment, il y a quelque chose comme une identité nationale au Canada. Elle se manifeste moi, je trouve que c'est un petit peu triste parce que ça ne ressemble en rien en ce que nous, on est capable de faire et qu'on fait au quotidien, les Québécois. Mais quand même, on voit les Canadiens se démener, s'organiser. Et là, le mouvement souverainiste, pendant ce temps-là, vous savez, je ne suis pas à convaincre, moi, mais il y a des gens qui me disent c'est quoi l'utilité dans un contexte comme celui-là? Oh, mais c'est pas la première fois que ça se dit, ça. Vraiment, c'est pas la première fois qu'il y a une crise de cette ampleur-là? Je dis, regardez, en 73, là, le PQ perd un député, passe de 7 à 6. Les libéraux ont 102. Le journaliste ou la journaliste qui aurait écrit dans 3 ans, le PQ prendra le pouvoir, on aurait dit, écoute, toi, je suis un cassé, tu comprends rien, c'est pourtant ça qui s'est passé. Oui. En 89, la souveraineté est à 20 %. La personne qui aurait écrit dans 1 an, ça sera à 65. Lucien Bouchard, ami personnel de Brian Mulroney, lieutenant du Québec, ministre important, deviendra chef d'un parti souverainiste. Et on a dit, toi, tu comprends rien en politique, c'est pourtant ça qui s'est passé. Oui. Hein? Que le mur de Berlin soit tombé, il n'y a rien de surprenant. Pourquoi en novembre 89, il y a un nouveau chancelier d'Allemagne de l'Est qui dit bientôt les gens pourront traverser? Et on dit, ouais, mais c'est à soir. Il faut saisir l'occasion. Oui, bien sûr. Mais les choses peuvent se modifier à une vitesse effarante, dépendant de comment on se saisit de la réalité, dépendant de ce qui peut arriver. Je me souviens, moi, en juin 2003, Paul Martin et les libéraux avaient 60 % des intentions de vote. Le Bloc était à 20. 10 mois plus tard, on fait élire 54 députés, puis Martin tombe minoritaire. Hein, c'était... mais évidemment que les choses bougent vite. Puis évidemment qu'on est parfois à regarder l'histoire 20 ans plus tard et à se dire comment ça s'est même produit. Personne ne l'attendait.
mais d'un point de vue strictement logique, là. Arrêtons-nous à la logique. Logiquement, comment le mouvement souverainiste peut-il faire valoir ses idées en ce moment comme il le faisait il y a 1 an, par exemple, alors qu'il n'était pas question de tarifs, qu'il n'était pas question d'annexion du Canada? Comment le mouvement souverainiste peut-il se démarquer parmi les offres? Mais de la même façon, en regardant comment Ottawa détermine des politiques qui sont avant tout en faveur du reste du Canada. Le Canada qui a emprunté beaucoup dans son identité au Québec, parce qu'il ne voulait pas s'appeler Canada au départ. Hein? C'est nous qui s'appelions les Canadiens. Bien sûr. Oui. Même l'hymne national, on est le seul pays qui a un hymne national qui ne dit pas la même chose d'une langue puis l'autre. Quand on les écoute chanter le mercredi, ils chantent au Canada, le bloc n'est pas dans la salle, mais je ne sais pas combien de fois j'ai entendu ces gens-là chanter « Ton histoire est une épopée » au lieu d'une épopée. C'est des ridicules. Le bilinguisme qu'ils vendent tant, ça existe au Québec, ailleurs, parlons-en pas. Ah oui. Moi, j'ai fait 17 débats des chefs, je suis sûr que je suis dans le Guinness. Je disais, j'aimais mieux les débats en anglais qu'en français. 17 débats des chefs? Oui, wow. 17. Aïe, aïe. Il disait, moi, je disais, j'aime mieux les débats en anglais qu'en français. Je me disais, pourquoi? Mais en anglais, j'ai compris. Ben oui. Non, mais je vous comprends. En français, là, tu dis, qui c'est qui est en train de dire? Il faut que je réponde. Je comprends rien, mais strictement rien à ce qui est en train d'être dit. Fait que, je pense que tout ça fait en sorte, et quand on regarde les politiques économiques du Canada, quand j'entends même François Legault dire on reçoit 13 milliards en péréquation, là. Nous, on a travaillé ces 608 lignes des comptes publics. Celui qui écrit un livre sur ça est maintenant un des conseillers de François Legault, c'est Stéphane Gobeil. Oui. Et qui, un gouvernement de trop. Il avait oui, écrit c'est ça. Et qui m'avait dit dans le temps, jurer les 2 pieds sur le Coran puis le Talmud puis la main sur la Bible, que c'est pas bon uniquement pour les 2 dernières années, mais en tout temps. Là, il a changé d'idée un petit peu, ouais. Mais pour s'adapter à Legault. Mais quand on prend les 608 lignes des comptes publics, là, vous regardez ligne par ligne. D'abord, à péréquation, on reçoit 13, mais on en donne 8. On contribue aussi, hein? Donc, c'est 5 clairs. Mais ligne par ligne, là, vous arrivez à peu près au même somme en bout de ligne. On en reçoit moins pour l'armée, on en reçoit moins pour C. Les garanties de prêts ne sont pas dans les comptes publics. Muscat Falls, c'est 10 milliards. Hein? Oui. Et on l'a fourni, puis c'est l'hydroélectricité. Et Ottawa refuse toujours de payer la crise du Verglas parce que c'est l'hydroélectricité qui dépend des provinces. Mais tant mieux, ça. Tant mieux. Si on leur demande pas d'argent pour Hydro-Québec, c'est une façon oui, de non, dire... mais eux, on contribue sur le 10 millions. Là, oui, non, je veux bien. Ouais. Un 22-23 10 milliards. Oui. Puis c'est pas une fabrique de bonbons, Muscat Falls. Non, c'est l'électricité. Trans Mountain, c'est rendu à 34 milliards, ça vient d'augmenter. Je ne sais pas de combien, on va voir les chiffres bientôt. C'est pas considéré comme un investissement pour l'Alberta et le BC. Ça appartient au fédéral. Les centrales nucléaires de l'Ontario ont été payées par Ottawa avec le CANDU. Mettez tout ça dans les comptes publics, ce qui n'est pas. En bout de ligne, je pense qu'on reçoit à peu près la même chose qu'on donne, sauf que une pièce en salaire crée la richesse, une pièce sur le bien-être social comble la pauvreté. C'est la même quantité d'argent, mais ce n'est pas la même qualité. Alors, si on avait toutes nos finances en main, on prendrait des décisions bien différentes de celles qui sont prises actuellement. Écoutez, vous êtes inspirant. Vous êtes inspirant. Moi, je continue de croire que ça va être un défi. En tout cas, mais en fait, je pense que vous ne le niez pas non plus. Non, c'est ça, vous ne le niez pas non plus, mais c'est un défi particulier pour les souverainistes qui, par exemple, se dirigeaient, et bon, on est encore un petit peu loin de l'élection, mais se dirigeaient tout droit vers l'Assemblée nationale. On allait former un gouvernement majoritaire. Je parle bien du Parti québécois. Là, on voit vraiment, là, ne serait-ce qu'au Canada, hein, vous avez vu les derniers sondages, Mark Carney arrive aux têtes au même niveau que Pierre Poilievre, qui était donné gagnant par 20-25 dans les sondages. Mais ce qui est intéressant, c'est que, d'une part, Poilievre va devoir sortir de sa boîte à slogan puis mettre un peu de contenu, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à ce jour. Non. Carney va devoir débattre en français. J'ai hâte d'entendre ça parce que c'est pénible, ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant. Et là, je regarde 2 traits d'hypocrisie totale, les 2 principaux candidats principaux, dans le cas de Freeland et Carney. Freeland, le mercredi, défendait la politique économique de Trudeau. Le lundi, il les dénonçait en démissionnant. Faut le faire. Quand Lucien Bouchard n'a pas été d'accord avec Mulroney sur Meach, il a démissionné, il était clair.
quand on me dit la solidarité ministérielle, mais quand tu y crois plus, puis ça va à l'encontre de tes principes, tu t'en vas. Ça, c'est oui. normal. Ça s'est vu. Et Carney, qui était donc le conseiller économique de Justin Trudeau? Est-ce qu'il s'appelait Mark Carney? Ah, il faudrait demander à M. Carney. M. Carney, est-ce que M. Trudeau suivait vos conseils? Non. Ah bon, pourquoi êtes-vous resté à ce moment-là? Il y a un problème. Ah, c'est incroyable. Il est présenté comme le candidat qui vient de l'extérieur. Et s'il dit oui, il suivait mes conseils, donc c'est vous. Tout à donc fait. ça ne marche pas, tu sais. C'est damn if you do, damn if you don't. Il va l'avoir d'en face, Carney, là. Il Ouais. ne faut pas oublier que Kim Campbell, de l'élection de 93, était en avance les 3 premières semaines. Je vous disais, Martin, tantôt, 60 % le Bloc 20. 10 mois après, on les écrase. La souveraineté, après 3 semaines de campagne en 95, on était à 37 37. Ah ouais. On a fini à égalité, puis n'eût été de l'irrespect des lois québécoises par le fédéral, ça aurait peut-être été différent, mais c'est comme le but de l'un côté, c'est fini. Peut-être les Nordiques avaient réellement gagné. Mais c'est un peu différent parce qu'effectivement, moi j'ai vérifié, il y a un site Internet où on a tous les sondages par mois depuis que la souveraineté est posée comme question dans les sondages, puis 1 an avant le référendum de 95, c'était même à 33. Puis on le sait, ça a monté à... Même c'était en 89 à 20. Ouais, mais non, c'est fou. Mais là, comme c'est 1 an avant le référendum, je trouve ça encore plus frappant de donner cette statistique-là. Et là, 1 an plus tard, on monte à 17 % et plus de... On est arrivé à 65 en 90, puis sur ce au référendum de 95. Mais c'était pas le même contexte qu'en ce moment. C'est qu'en ce moment, je me demande s'il n'y a pas des gens qui disent « Je voterai pas pour la souveraineté », pas parce que je crois pas que c'est un bon projet, c'est parce que j'ai peur. J'ai peur, puis la peur, on me dirait que c'est pas nouveau, mais c'est la peur de voir le Canada se disloquer. Moi, je suis encore confiant, là. Hein? C'est pas un aveu de mais c'est sûr que les gens ont peur de ce qui se passe aux États-Unis. Ben oui. Ce qui n'était pas le cas. Il faudrait leur demander, préférez-vous disparaître? Parce que le jour où le Québec disparaît, le Canada devient de plus en plus semblable aux États-Unis. Donc, vous allez vivre avec ce régime-là regardez, le nombre de meurtres par arme à feu aux États-Unis. Est-ce qu'on veut vivre dans un pays semblable? Les lois, et je suis souverainiste, mais il faut reconnaître que les lois canadiennes sont nettement supérieures aux lois américaines. On ne pourrait pas bafouer la nomination des juges, qui est épouvantable aux États-Unis, qui est mieux à Ottawa, mais beaucoup mieux à Québec. Oui, parce qu'à Ottawa, quand même, à Ottawa, il y a très peu de leçons à donner. Oui, mais c'est mieux quand même qu'aux États-Unis. Mm-hmm. On ne peut pas non plus nommer un bouffon comme Musk. Je voyais ça hier, c'est incroyable. La conférence de presse avec une casquette dans la tête, son petit ses épaules, puis... il vient faire la leçon. Bien, voyons donc. C'est un autre fraudeur, ça, là. C'est inimaginable, ici. Et tous ceux qui ont été près de Trump dans le premier mandat, les 2 premières années, la plupart ont démissionné. Certains ont dit que c'était un fasciste. Mais ce gars-là a été condamné, il s'en fout. Là, il veut acheter Gaza. Intervenir au Groenland. C'est difficile à défendre, cette sortie-là. Prendre Panama. On va devenir le 51e État. Et Maya-Largo va devenir le Vatican. Tiens, pourquoi pas? Ben oui, on est rendu là. Hey, je veux qu'on parle de... Parce que vous êtes un routier. Il y a des gens qui disent vieux routier. Moi, je sais vivre. Vous êtes un routier, tout simplement. Vous en avez vu des affaires, je l'ai dit tantôt, premier député élu du Bloc en 1991. 90. 90, OK, ouais. Alors 90. 13 août. Et on parle de souveraineté depuis tantôt. Qui dit souveraineté dit échec de la souveraineté, en tout cas jusqu'à présent. J'observe... On peut dire échec du fédéralisme au Québec aussi. On peut dire ça aussi. Parce qu'on n'a pas signé la Constitution. Hein? Ah non, mais ça, c'est de toute façon... Personne. Effectivement. Fédéralistes et souverainistes au Québec ne l'ont pas signé. Non, vous avez totalement raison. Mais sur la question de l'échec des référendums, en tout cas, ça, c'est sûr que c'est le camp du oui qui les a perdus. Oui. Est-ce que vous étiez là? OK? Oui. Moi, c'est dans les livres d'histoire que je m'y retrouve, mais j'étais pas là. J'avais 1 an en 95. Moi, il y a quelque chose qui me fait peur.
Parce que au lendemain du 30 octobre, faut quand même, les Québécois sont allés travailler. Les Québécois ont pris leur voiture, sont allés au boulot. Je pense que c'était un jour ouvrable. Ah Là. ouais. Je pense que c'était un mardi, ou en tout cas. On leur avait Un dit lundi. pourtant. Ouais, ben bon, on leur avait dit la veille que il y avait eu de la triche, qu'il y avait eu Ouais. de l'arnaque. Parizeau était allé très loin dans son discours, mais tout de même, le message était passé. Pourquoi les Québécois sont retournés travailler? Et c'est cette fois-ci, là, nous, on va avoir le couteau dans les dents, puis... Ouais. Mais ce que Parizeau avait fait un bon constat, mais entre faire un constat et attribuer l'échec, il y a une différence. Parce que, en disant le vote ethnique, Oui. oui, mais il avait le droit de voter comme ça. Donc, on ne peut pas dire que c'est à cause d'eux qu'on a perdu. C'est leur droit de voter comme ça, mais c'est un constat. Donc, le constat, ça veut dire qu'il faudrait travailler plus auprès des communautés culturelles. Et ça, le Bloc, à un moment donné, on avait presque autant de députés provenant des communautés culturelles que le pourcentage qu'ils représentaient dans la société québécoise. Hein. On a eu le premier Sud-Américain, le premier Africain, le premier Haïtien, 3 premières d'Asie, un de la Belgique, le premier autochtone depuis 1921. Donc, on était rendu, je pense, à peu près à 33 du vote chez les Haïtiens, même chose chez les Latinos. Donc, il faut avancer dans cela. Maintenant, moi, j'étais responsable de la presse étrangère en 1995 lors du référendum. Et là, les journalistes disaient, écoutez, on a vu des gens avoir un barbecue, c'est l'été des Indiens qu'on appelle ici. Là. Et certains que le drapeau du oui, l'autre le drapeau du non. Oh, oui, c'est ça. Ils sont capables d'avoir des débats démocratiques sans entrer en guerre. Et ça, c'est un plus. Ce qui veut dire qu'on est une société démocratique, on peut avoir des opinions différentes, continuer d'évoluer, puis avancer. Donc, les gens continuent à travailler, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on lâche le morceau. Oui, mais transportez-vous Mais, dans mais une autre... Terre-Neuve, ils ont eu combien de référendums avant d'entrer? Ils en ont eu 3, puis ils ont déchiré le bulletin le soir même pour ne pas vérifier. Hein. Ben oui, non, je sais, mais je vous invite quand même à vous pas transporter dans une autre société mentalement où on vous dirait le soir d'une élection, après une défaite qui s'est décidée par 50 000 voix et moins, là, on vous dirait il y a eu de la triche. Il y a eu du trafic de vote. Parce que c'est ça que ça voulait dire, le vote ethnique. Ça voulait dire qu'on avait trafiqué des votes. On avait fait venir des gens, beaucoup plus de gens. On leur avait donné la citoyenneté en octobre 1995. C'est un record dans l'histoire du Canada pour que ces gens-là, évidemment... J'avais présidé une de ces cérémonies-là, moi. Mais les Québécois n'ont pas été choqués d'entendre ça. Ils sont allés travailler. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas choqués. Mais être choqué, est-ce que ça veut dire qu'on sort dans la rue et on brise tout? Si on fait ça, on vient diminuer l'appui à la souveraineté. Parce qu'il y a des gens qui auraient dit « Oh, palais, moi, je ne veux pas vivre une société de même. » C'est pas dans ça qu'on veut vivre, là. Donc, relevons les manches, continuons vers ce débat. Et... non, mais je pose la question à un démocrate, là. Oui. Mais si dans l'autre camp, ils ne sont pas démocrates et ça triche, qu'est-ce que le démocrate en là, on va voir, là, il y a... suggère. Bien, il y a changer des lois, là. Hein? Changer des lois, puis en faire un point majeur du prochain débat. Est-ce que le rapport qui n'a jamais été publié sur les tricheries de 95 va l'être? On attend les décisions de l'Assemblée nationale. Alors ça peut être fort intéressant, voir ce qui s'est passé là. La nationalité, on pourrait dire, on ne peut pas la changer les règles de cette façon-là comme vous les avez changées. Et quand j'avais présidé une de ces cérémonies, d'ailleurs, c'était l'ancien sergent d'armes de l'Assemblée nationale dans l'affaire Lortie, là, qui était rendu juge, qui présidait, puis il m'a donné la parole. Puis j'ai félicité aux gens qui avaient déjà une nationalité d'en obtenir une nouvelle qui était une citoyenneté plutôt. Parce que nos passeports, ça devrait être marqué citoyenneté plutôt que nationalité. C'est pas la même chose.
il y avait une deuxième citoyenneté, bravo, là, il applaudissait, puis je dis, vous serez parmi les heureux d'ici quelques jours, car il doit une troisième citoyenneté. Là, le juge, il a levé les airs, Ben puis oui. Parce que il me s'est amusé, et ces gens-là sont tous venus me voir après me donner la main. Ce qui a déplu passablement aux autorités fédérales. c'est évident. Mais il faut prendre ces occasions-là, continuer ce débat, démontrer qu'on pas contre les autres, mais que... et le jour où on aura ces débats en les regardant correctement, puis en disant on peut utiliser nos forces aussi. Le fleuve Saint-Laurent, là, il n'y a rien qui nous empêcherait de mettre des tarifs pour les bateaux qui s'en vont au Canada pour aux États-Unis, entre autres. Oui. J'étais conférencier au Woodrow Wilson Institute à New York. Puis là, ils ont dit, oui, mais vous allez être un pays en plein milieu d'un autre pays, hein? L'Ontario, le Québec, maritime. Mais j'ai dit, avez-vous des exemples dans le monde de cela? Non, ils ont dit, il y avait le Pakistan oriental, occidental, qui est devenu le Bangladesh, et il n'a pas d'autre. J'ai dit, you're certain of that? Yeah. What's the name of that small piece of land between Washington State and Alaska? Isn't it named Canada? Hein? Ah, c'est ça. Le Canada, il est entre l'Alaska et l'État de Washington. Est-ce que ça empêche les Américains d'aller là-bas? Puis, what's the name of that small river between Hawaii and California? Isn't it named the Pacific Ocean? Ah, là, je dis, on va remettre les affaires à leur place, là. Puis se rendre compte que peut-être qu'il y a d'autres réalités semblables à celles dont vous parlez. Et puis, si les Canadiens ne veulent pas abolir les frontières comme ça existe en Europe, hein, où tu peux passer d'une à l'autre, ben, tant pis. Ils paieront plus cher en passant par les États-Unis, puis ils devront arrêter. Ça va réduire leur commerce. Puis, ça y fait réfléchir un peu. Ben non, c'est sûr. Mais je continue d'être inquiet quand même quant à la réaction des Québécois. Parce que gagner avec une petite marge ou perdre avec une petite marge, ça mène à des problèmes de légitimité. Hein, la loi sur la clarté, c'est de dire, si on avait eu le même résultat à l'inverse... le Canada a gagné comme petite marge. Est-ce que ça a remis la légitimité en cause? Ben, en fait, oui. Puisqu'on se demande aujourd'hui, on se demande encore aujourd'hui s'ils n'ont pas triché. Ah oui, parce que c'est 50 000 on se demande ça, mais la réalité, c'est qu'ils sont là. Ils sont toujours là. Mais on parle de légitimité. Donc, donc c'est évidemment la victoire du non, elle est légalement reconnue, mais elle est-elle légitime? C'est ça la question qu'on se pose. Parce qu'il y a eu tellement un petit écart avec disons, des possibilités qu'il y a eu de la triche, des possibilités, une façon de polie de dire que des certitudes qu'il y a eu de la triche. À ce moment-là, on délégitimise la victoire et on se repose la même question au quotidien. Il survient des occasions. Il a failli s'en présenter une en 98. Je me souviens, quand il y a eu le renvoi à la Cour suprême, on a tenu une assemblée au Palais des Congrès. Je prenais la parole, Lucien Bouchard aussi. Et Lucien Bouchard avait sorti son discours de victoire de 95. Je pense qu'il y avait 5000 personnes dans la salle. On avait refusé 2-3 000 qui ne pouvaient pas rentrer tellement c'était plein. Et moi, je partais en tournée dans l'Ouest. Et... Lucien hésitait à déclencher une élection avec promesse de référendum en septembre 98, à ce moment, septembre 98. Ils ont hésité trop longtemps, ils s'en sont parlé. Quand on en parle trop, ça vient par sortir. Ah, bien sûr. Hein? Les libéraux l'ont entendu, ils ont tassé Johnson, ils ont amené Charest. Tu ne déclenches pas une élection avec un nouveau chef. Ben non. Ça aurait été une belle occasion. Il faut saisir l'occasion. Si ça avait été déclenché, moi, je suis convaincu que Lucien Bouchard aurait écrasé Daniel Johnson d'une élection. Redonner une confiance énorme face à ce que vous avez identifié comme étant la tricherie. Dire, ce coup ici, là, on va suivre les normes. Puis jouer sur ça tout le long. Alors, ça aurait pu changer la donne. Mais, c'est comme le but d'Alain Côté, hein? C'est fini, c'est fini. Non, c'est vrai que c'est fini. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que. Mais c'est précisément la question que je vous pose. C'est précisément la question que je vous pose. C'est que c'est même pas de revenir en arrière, c'est de vous dire non, puisque ça va se reproduire, ce référendum-là, cette question-là va être posée à nouveau aux Québécois. Quels sont les apprentissages qu'on peut faire par rapport à ce qui n'a pas fonctionné?
Là, vous me dites qu'il va falloir qu'on soit plus à cheval sur la réglementation, sur les procédures. Mais en même temps, un pays qui essaye de sauver sa face, et je parle du Canada, il est prêt à tout. Et on ne peut pas le blâmer. Il suffit d'étudier l'histoire pour le savoir, ça. Mais on peut toujours blâmer ceux qui ne respectent pas les lois. Oui. Ouais. Oui. Et ceux qui Au ne nom l'ont de pas la loi. respecté, on peut les remettre d'en face. Ouais. Donc, il faudrait sortir le rapport de ce qui s'est passé et que ces gens-là s'expliquent. Hein? Et on l'a fait de façon un peu indirecte, avec le scandale des commandites. Ouais. Hein? On l'a remis d'en face. Or, rien n'empêche de recommencer cela. Maintenant, est-ce qu'il y a... Mais pourquoi on ne veut pas fouiller là-dedans, d'ailleurs? Je m'excuse, là, mais pourquoi c'est pas d'une évidence là, qu'on soit déjà les deux mains là-dedans puis à étayer ça sur la place publique? On l'a fait avec les commandites, mais maintenant, mais- le rapport sur 95 n'a Ouais. jamais été publié. Et Il y pourquoi? a un débat à l'Assemblée nationale sur ça. Bon, maintenant, comment réagiront les partis? Est-ce que la CAQ reprendrait l'option souverainiste? Il n'y a rien qui est exclu dans ça. Une partie des gens à la CAQ qui pourraient Bien sûr. revenir. Les libéraux, on dit ils montent au Québec, mais chez les francophones, ils sont en bas de 10 T'as beau gagner Westmount à 95 ça donne un comté. Si t'en perds 50 par 2 t'es moins 49 comtés. Ben oui. Ça joue, ça. Faire un effort, je trouve qu'on ne fait pas assez d'efforts actuellement chez les communautés culturelles, chez les candidats, des candidates, les mettre en évidence. Tout comme on l'a fait avec les femmes, ça s'est amélioré, mais il faut encore améliorer. Je pense que ça, on doit faire ça. Établir des partenariats clairs avec les Premières Nations, comme on l'a fait avec les Cris, les Naskapi, les Inuits pour la baie James. Ouais. On vient de le faire, là, puis je pense que c'est une bonne entente avec Issipit et Mastoyache sur les éoliennes. Il faut multiplier ça. On a signé une excellente entente avec Terre-Neuve. Terre-Neuve a tout intérêt à ne pas jouer des bras, là, parce que si on ne prend pas l'électricité, je me souviens, Stéphane Dion m'avait dit en chambre, vous n'aurez plus droit à l'électricité de Churchill Falls. Ben, je sais ça, ils le mettront en cacane puis ils l'enverront en bateau. Tu sais, oui. On va arrêter de niaiser, là, ça doit passer. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Vous touchez à un enjeu intéressant. Ça fait 2-3 fois que vous en parlez, puis je veux en discuter avec vous. C'est la question des communautés culturelles, Oui. la question du discours des nationalistes. En ce moment, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ma lecture, mais j'observe un Parti québécois qui est numéro 1 dans les sondages, qui tient un discours sur le plan identitaire qui est plus conservateur, en tout cas en matière d'immigration. On plaide pour une baisse des seuils. On soutient la CAQ quand elle parle d'intégration, quand elle parle d'un plan sur l'intégration, loi 21, loi 96. C'est-tu la stratégie gagnante, ça? Ben, sur la loi 21, c'est sur la laïcité. Oui. Bon, sur la laïcité, moi, je pense que le mémoire qu'on avait déposé à Bouchard-Taylor à l'époque excluait les professeurs, mais la réalité a changé depuis ce temps-là. En ce sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui ont fui les pays dominés par les islamistes, justement parce qu'ils les forçaient à porter ça. Mais une réalité qui existe, puis que les gens, moi j'en connais, je travaille beaucoup près de ces gens-là encore, ils me disent, écoute, il y a des menaces chez nos familles dans nos pays. Et ça a ramené le port du voile. Or, pour moi, on devrait non pas identifier essentiellement les signes religieux, mais dire, dans une classe, c'est à tête découverte. Bon, tu n'as pas le droit de... Parce que si tu as le droit de porter un foulard, arrivons qu'une casquette. OK. Tu dis à tête découverte, ça règle la question. À moins d'après un problème de santé, quelqu'un qui a eu le cancer. Puis, Est-ce que c'est une stratégie de communication politique? Ou, mais non, c'est une stratégie rationnelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas sur les signes religieux. Qu'est-ce qui est un signe religieux ou pas? Mais le problème, c'est parce que c'est pas la casquette. Le problème, c'est peut-être le signe religieux. Oui, mais si on dit rien... Parce que le jour où quelqu'un va rentrer, une enseignante avec un boubou sur la tête,
il y aura une contestation en Cour suprême. Si elle doit te porter un boubou, j'ai le droit de porter un foulard. Hein? Oui. Si tu dis il n'y a rien sur la tête, c'est la tête découverte, mais ça règle la question. Et qu'est la laïcité, moi, je suis entièrement d'accord avec ça. L'État ne doit pas imposer ses règles aux religions, mais les religions ne doivent pas imposer leurs règles à l'État. Ce que tu fais dans l'église, dans la mosquée ou dans la synagogue, c'est de tes affaires. Mais ce qui se passe dans l'État, c'est pas de tes affaires. Ouais. Et ça doit être clair, net, précis. On devrait, et si tant est que cela est vrai, on devrait agir pour dire, dorénavant, toutes les religions vont payer leurs taxes. Parce qu'ils ne payent pas de taxes, ce monde-là. Là. Non, c'est vrai. Ils ont fait le vœu de pauvreté, les poches pleines. Ça fait que c'est facile, ça. Alors, moi, je trouve que c'est aberrant. Donc, cette loi-là est très correcte. Que l'on détermine des seuils d'immigration, c'est correct, mais on devrait le regarder par région, changer un certain nombre de lois. Exemple, quand ça fait... parce qu'il y a des régions qui ont besoin d'immigrants. Je regarde au Lac-Saint-Jean, actuellement, je ne sais pas quelle municipalité, c'est mon fils qui est député là-bas qui m'a parlé de ça. Il y a beaucoup de gens parlant espagnol. Donc, la compagnie paye ses heures de travail des cours de français. Puis ils se sont dit, pour établir un bon lien, on va offrir aussi à ceux qui le veulent des cours d'espagnol aux Québécois pour que les liens deviennent très cordiaux. Mais la langue de travail, tout ça demeure le français. Ça, c'est bien, ça. Parler plus qu'une langue, c'est un gros plus. L'anglais, c'est la langue internationale. J'ai aucun problème avec ça, moi. Mais la langue de travail et le français, la langue de communication, c'est normal. C'est comme ça dans tous les pays du monde. Alors, on n'est pas différent des autres. Il faudrait se rendre compte qu'on n'est pas différent des autres sur ça. Or, établir des seuils, mais faire en sorte que certaines régions pourraient avoir le droit d'en savoir plus. Je regarde Tech for Mind, il y a un bon article dans les journaux aujourd'hui. Ça se développe beaucoup grâce à l'immigration. Il y a beaucoup de jeunes noirs qui vont au cégep de Tech for Mind, d'excellents joueurs de football d'ailleurs. Certains ont fini par faire la ligne canadienne de football. J'ai joué longtemps, puis mon fils a gagné le Super Bowl, le Bol d'or il y a 2 ans avec Jonquière. Alors, on suit ça. Puis tu vois des jeunes noirs qui jouaient tant à Alma que surtout Ted for Minds. T'es reconnu pour ça. Donc, mais si on leur dit tu peux déménager, puis c'est comme dans toutes les villes du monde, ils s'en viennent des grandes municipalités, sont plus nombreux. Mais si on leur dit tu t'en vas là, puis tu dois rester au moins 5 ans. En 5 ans, peut-être que tes enfants vont tomber en amour, peut-être que tu vas te trouver une job, tu vas acheter une maison, tu vas dire je suis bien ici, moi. Mais donc, la stratégie qu'on pourrait appeler identitaire, parce que le PQ n'a pas toujours été comme ça. Le PQ de Paul Saint-Pierre Plamondon, il y a des gens, je pense, qui lisent bien la situation, qui remarquent que ce n'est plus le parti entièrement social-démocrate. C'est un parti qui est plus ferme sur les questions identitaires. Ça ne pose pas un problème pour vous? Bien, moi, je veux qu'il soit plus clair sur certaines questions. Je l'ai soulevé tantôt. La Charte des droits des peuples autochtones, là, ça devait être adopté, puis de suite. Parce que quand je l'ai fait passer à Ottawa, moi, j'ai invité les chefs canadiens puis québécois. Je dis là, on va regarder cette loi-là. Je suis prêt à la proposer, la Charte. Et l'article 45.1 dit que cette charge, d'aucune façon, ne peut amener une modification des pays indépendants et souverains. Alors là, tout de suite, ils m'ont répondu, oui, mais le Québec n'est pas un pays souverain et indépendant. J'avais raison. C'est une province. Mais selon la Constitution canadienne, vous ne pouvez pas modifier les frontières d'une province. Vous avez raison, Gilles. C'est parfait. Donc, le Québec est une province jusqu'à 11h59 et 59. Oui. Il devient souverain à minuit. Oui. La Charte s'applique. Oui. Donc, l'article 45.1 s'applique. Partition, c'est fini. Ils ont dit, OK, on l'accepte. Ils l'ont accepté. Mm-hmm. Sauf, ça veut dire l'autodétermination à l'intérieur. Parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas un pays qui aurait signé cette charte-là, surtout en Amérique du Sud. Là. Ça aurait explosé partout. Mais à l'intérieur de chacun des pays, le droit à l'autodétermination, ça veut dire quoi? Santé, éducation, code civil, application de la justice criminelle, ce qui se fait déjà parce que
au lieu des peines de prison, souvent, on adopte des peines de justice réparatrice dans les communautés autochtones. Ça, on pourrait le faire. Favoriser le développement économique. Je donne comme exemple à Issipit. La ville de Tadoussac m'invite depuis plusieurs années. Monsieur Duceppe, on a un problème. Je dis, c'est quoi donc? Issipit, les Escoumins. Issipit est une des 8 nations Innu. Nous propose un joint venture, excusez le terme anglais, sur l'exploration des baleines. Et puis là, on n'en peut plus parce qu'il n'y a plus de chômage. C'est zéro chômage à Issipit. Imaginez-vous ça, M. Duceppe, mais c'est quoi le problème? Ils ont acheté toutes les pourvoiries, tous les centres d'achat, tous les restaurants. C'est quoi le problème? S'il y a du chaud, ils sont sur le BS, vous chialez. Il n'y a pas de chômage, vous chialez. C'est bien qu'il n'y ait pas de chômage. Prenez-les, le joint venture. Non, jamais. Arrangez-vous avec vos problèmes. Grande Bergeronne le prix, puis font de l'argent. Et les dirigeants disputent. Quand j'étais passé 3 jours là, ils m'ont dit, Gilles, nous, on n'a pas été en sociologie. On était au HEC. Pas la même façon de voir le monde. On a eu pris les affaires en main, puis il n'y a plus de chômage chez nous. Ben oui. Puis là, ils développent un projet d'éolien, mais c'est excellent, ça. À Mastoyache aussi, ils font ce genre. Mais ça, c'est ça la stratégie travail. pour gagner le référendum? Ben moi, je pense que stratégie pour développer un Québec respectueux de tout le monde. Ça nous donne une carte en plus. Une grosse... Si on développait ce genre de choses-là, les CRI, par exemple, à la baie James, ont désormais le même salaire moyen que le salaire moyen au Québec. C'est pas le cas des CRI au Manitoba. Hein? Pantoute. Là. Mais vont-ils voter oui davantage depuis... En fait, c'est parce que c'est ça. On allait chercher des gens comme ça. Il y a déjà eu Alexis Wawananoyat qui a été député du PQ. Il faudrait multiplier ça. Ouais. Des gens comme Osvaldo Nunez, Viviane Barbeau, aller chercher des gens comme ça. Là-dessus, on est totalement d'accord. C'est sûr que ça prend des gens des communautés, des différentes communautés. Mais oui! Puis l'exemple des femmes, c'est un bon exemple parce qu'il fut un temps où les femmes disaient « Ah, il me semble que c'est pas fait pour nous, la politique. » Puis elles n'avaient pas complètement tort puisque c'était juste des hommes qui décidaient de leur sort. Oui, le jour où il y a eu des femmes... On glorifie les patriotes. Les patriotes, ils ont fait de bonnes choses. Mais en même temps, un bout de temps, ils proposaient l'annexion aux États-Unis, ce qui était une erreur. Puis ils proposaient d'enlever le droit de vote aux femmes, ce qui fut fait. C'est une erreur majeure. Parce que c'était surtout les grandes possédantes. Il fallait avoir de l'argent. Ouais. Il aurait dû changer la loi, avoir de l'argent, pas l'enlever aux femmes. Non, tout à fait. Je veux qu'on parle du Bloc. Parce que quand même, c'est un parti que vous connaissez un tout petit peu, si je ne m'abuse. Le Bloc québécois, moi, il y a des fois, je passe mon temps à expliquer. Bon, moi aussi, je suis fils de député. L'utilité de ce parti-là, pour moi, il n'y a pas vraiment de doute à avoir autour de ça, quoique toutes les questions sont bonnes, là. C'est un parti qui représente les intérêts du Québec à Ottawa. C'est un parti dont les députés ont souvent dit qu'ils seraient prêts à quitter au lendemain de l'indépendance. D'ailleurs, il n'y aurait plus d'utilité pour le Bloc québécois à Ottawa. Je pense que ça, c'est une ligne que la plupart des gens comprennent. Par contre, je vous soumets cette observation. Il y a eu, on dirait, un passage dans les dernières années, un passage entre une certaine façon qu'on avait de présenter la mission du Bloc et cette nouvelle façon-là. On est passé finalement à la ligne suivante. Le Bloc représente les consensus de l'Assemblée nationale à la Chambre des communes. Je pense que ce n'est pas une vision avec laquelle vous êtes en désaccord, là. C'est bien la fonction du Bloc. Une des fonctions, bon. Mais ça veut dire quand même que pour le Bloc québécois, c'est difficile de faire valoir une certaine identité du parti. Non. Parce que, non, vous ne trouvez pas? Parce que si on a un parti à Québec qui pense d'une certaine façon, ben, c'est difficile de gagner une élection avec une autre carte électorale en fonction des idées qui sont représentées à Québec et ensuite de les représenter à Ottawa. Non? Mais les idées à Québec, si le PQ est d'accord, s'il y a unanimité... C'est plus évident avec le PQ puis le Bloc, on s'entend. Ben, ça s'est fait avec Jean Charest. Moi, j'ai collaboré avec Charest sur des dossiers où il y avait l'unanimité de l'Assemblée nationale. Oui. Donc, pas de problème là. On est capable de collaborer. Puis on a travaillé sur des dossiers avec Raymond Bachand aussi. Je me souviens que Raymond Bachand m'avait appelé. Ils ont-ils le bord d'avoir une entente en santé, Gilles?
peux-tu ne pas critiquer Harper pour 2-3 jours? Parce qu'on va signer, puis c'est exactement ce que vous demandez. Je dis parfait. Entre répondre à une demande unanime du Québec puis marquer quelques petits points politiques contre Harper, j'aimais mieux répondre à une demande unanime du Québec. Non, mais c'est parce que je préfère le mot consensus, parce que quand l'Assemblée nationale vote sur une position, puis qu'il y a une majorité, il y a une certaine forme de consensus. C'est un consensus qui correspond à ce que l'on défend. Hein? Oui. Il peut y avoir un consensus qui exclurait toute idée de souveraineté. Le Bloc n'a jamais défendu ça. Jamais défendu ça. D'autre part, certains disaient le Bloc, Lucien Bouchard avait dit ça doit être de courte durée, mais quand Lucien a quitté pour Québec, il nous a demandé de rester là-bas. C'est un discours qu'il nous a fait à son départ. C'est important d'être là. Et il avait raison. Certains disent que le Bloc a arrêté un peu de parler de souveraineté après 2000. Alors, j'ai fait remarquer qu'il y avait un souverainiste qui animait nos ateliers sa souveraineté. C'était un souverainiste un peu, comment dirais-je, tiède, qui s'appelait Jacques Parizeau. Oui, quand même. Hein? Et qui avait déclaré à cette époque que le Bloc était le phare du mouvement souverainiste dans les années 2000. Hein? C'est pas... Un beau compliment. Pas rien dire, ça. Et on a fait des tournées à l'international. Francine Lalonde était connue à Strasbourg. C'était celle qui a plus mis le Bloc en vue au sein de l'Union européenne. Quand j'étais là, tout le monde la connaissait. On a rencontré chacune des délégations étrangères qui étaient influencées par ce qu'ils venaient d'entendre des partis fédéralistes. Puis là, on leur expliquait que c'était pas tout à fait ça. Et je continue à avoir, j'ai des invitations par les consuls ou les ambassadeurs qui me demandent mon avis sur la situation. Ça reste non publié, sauf le Japon qui met ça sur Facebook. Je ne me suis pas plaint. Mais donc, il faut continuer ça. Il faut continuer ce travail d'explication, d'éducation, que là, on n'a jamais cessé de faire. Et quand j'entends dire le Bloc est un vote refuge, est-ce qu'on dit ça d'un autre parti? J'ai déjà demandé en débat sur un panel, j'ai dit est-ce que le vote pour le NPD et les Verts, c'est un vote refuge? Ils ont dit, ben non, parce qu'eux autres, ils aspirent à prendre le pouvoir. Ah bon? C'est bien connu, d'ici une dizaine d'années, il y aura probablement les Verts au pouvoir, une coalition avec le rhinocéros. Oh oui, ça s'en vient, là. Ça s'en vient, c'est proche, là. Oh oui. Mais on n'entend pas ça des autres. Puis, c'est une négation fondamentale de la démocratie que parler de vote refuge. Parce que, c'est quoi fondamentalement la démocratie? C'est des hommes et des femmes qui donnent leur pouvoir de parole et de vote à d'autres, à des femmes et des hommes qui vont parler et voter comme ces personnes-là voudraient le faire dans nos instances démocratiques. C'est ça. Oui. Or, c'est donc important que toutes les options soient représentées. Et c'est même dangereux dans les pays où on interdit certaines options, parce que quand l'option démocratique n'est pas permise, c'est des options qui ne sont pas démocratiques qui se développent. Et c'est même bon pour le Canada d'entendre une autre voix que celle que les partis fédéralistes leur donnent. Moi, j'ai fait l'Economic Club à plusieurs reprises à Toronto. Et je leur disais, vous savez, on a un surplus budgétaire avec les États-Unis et le Québec. On vend plus aux États-Unis que là, on achète. Mais avec l'Ontario, on a un déficit. On achète plus de vous qu'on vous vend. Puis là, je disais, how many of you you'll be mad that they will vote yes, but how many of you will say, stop making business with Quebec? Lift your hand. Personne ne va, mais. Ben non, mais c'est évident. Money talks, hein? C'est évident. Bon, ben arrêtons d'avoir peur. Regardons la réalité. Mettons-nous dans les souliers des Ontariens, par exemple, comment ils réagiraient.
Et il voulait continuer à faire des affaires. Ben, c'est évident. Puis, Oui. Mais ça, de toute façon, je pense que même les fédéralistes ne sont plus capables de... Mais ils l'ont avoué dernièrement. Même oui. Jean Charest a déclaré là, que le Québec souverain serait fiable. Ben oui. Ah, donc, est-ce qu'on reste pour des raisons culturelles? Ben, voyons donc. Mhm. Moi, je pense que ça sera leur rendre service de dire, si on n'est plus là, vous allez devoir vous définir par rapport à vous autres, pas en disant « We got a French province ». Ben oui. C'est assez particulier comme définition, ça. Puis il a placé les Américains de temps en temps, des oui, des America. America, c'est pas uniquement les États-Unis, là. Il y a 3 Amériques, là. On est tous Américains. Eux autres, c'est des États-Unis d'Amérique. Ils ont le droit. Donc, j'ai un homme confiant devant moi, là. D'ici la fin de la décennie. Un homme décidé. Probablement que... Est-ce que je dis que tout cela va se passer? Moi, mon philosophe préféré, c'est Yogi Berra. Ah! Il disait, je fais rarement des prédictions, surtout celles qui concernent l'avenir. Merci, M. Dissep. Merci. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Écoutez, on a besoin de vous. Je fais la charité. S'il vous plaît, partagez. En parlez-en à vos amis. Écrivez un commentaire et abonnez-vous surtout. Puis je vous promets que dans quelques semaines, je vous achalerai même plus avec ça. Merci beaucoup.